Jones avec lui. Il va nous parler quelques instants sur... C'est ça. Juste vous signaler que lors de ma tournée de conférence, j'ai appris quelques informations sur la MRC de Bécancour via la compagnie Kester, qui est titulaire de l'ensemble des permis qui couvrent l'ensemble de la MRC de Bécancour. Donc, j'ai appris comme ça au mois de mars que le PDG de Kester, Michael Binion, envoie des tweets à ses abonnés qui dit quelque chose comme « Regardez à quoi ça ressemble la région de Bécancour l'hiver, vous voyez, il n'y a personne. » Et là, il montre une photo sur un pad, un endroit où il y a un site de forage à Bécancour, en plein hiver, où tu vois absolument personne. Il dit « Regardez, il y a très peu de population à Bécancour. » C'est un exemple qu'il donne, et je vous recommande d'aller suivre le fil de M. Binion. Juste vous signaler que la question de l'acceptabilité sociale, elle revient déjà périodiquement. Elle était déjà là en 2010 et la compagnie Ginex disait expressément qu'on est dans des zones peu densément peuplées. Donc, je voulais aussi vous signaler que la Commission géologique du Canada a fait un rapport très intéressant en 2014 où on peut retrouver les teneurs en gaz et en pétrole du sous-sol de la vallée du Saint-Laurent. Et moi et aussi Marc Durand avons regardé cette étude et on peut, à partir des cartes, estimer quelle est la teneur en gaz qui est exprimée en milliards de pieds cubes par mille carrés. Et à partir de là, avec la superficie du territoire, essayer d'estimer, comme le font les gazières, quelle est la quantité de gaz qui sont sous nos pieds. Donc, on fait le calcul. Pour la MRC de Bécancour, on aurait besoin, si on veut exploiter 100% du sous-sol, 200 plateformes à 8 puits chacun. On sait que c'est des plateformes multi-puits, d'1 hectare ou 2. Donc, ça donne 1600 puits. Ces 1600 puits, chacun draine 5 km² et on pourrait, à partir de là, avoir une quantité de gaz qui représente 5 milliards de dollars. Si vraiment on exploitait avec un taux de récupération de 20%. Sauf que, je vous ai parlé de 1600 puits. Pour les forêts, chaque puits nécessite au bas mot 10, mais plus vraisemblablement 15 à 16 millions de dollars par puits, parce qu'il faut les raccorder, ces puits-là, il faut les fracturer, évidemment. Donc, ça nous amène à combien? À 25 milliards de dollars. Ce qui indique que les teneurs en gaz dans la MRC sont carrément suffisantes aux conditions actuelles. Sauf qu'il pourrait arriver, comme dans les années 2008-2010, où le prix du gaz sur le marché est 2, 3, 4 fois plus important qu'aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous signaler que si, par exemple, les compagnies réussissent à forer à moindre coût ou que le prix de la ressource double ou triple, eh bien là, on pourrait se retrouver dans une situation où les compagnies atteignent un seuil de rentabilité. C'est ce qu'on appelle le break-even price. C'est juste pour vous dire que si la compagnie Kester a des plans, je peux vous dire que ces plans-là sont précis, exactement la longueur des latérales, les distances entre les latérales. C'est pour vous signaler que s'ils ont des plans, c'est qu'ils attendent simplement avoir un signal de prix. Parce qu'en ce qui concerne l'encadrement réglementaire ou en ce qui concerne l'acceptabilité sociale, selon eux, ils sont prêts à y aller. Donc, d'après moi, la vigilance, c'est le mot à ce que vous ayez, que vous gardiez en tête tout le temps d'être vigilant, parce qu'il est possible qu'ici même, il y ait bientôt des plateformes pilotes de forage, qu'on appelle des plateformes multi-puits. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez une question ou deux là-dessus, je suis prêt à y répondre. Très discrètement, qui sont propriétaires terriens, et puis que
qu'eux voient ça du bon côté et puis ils sont déjà prêts à s'installer à certains endroits parce qu'on a ici peut-être une majorité de gens contre, mais on peut se retrouver avec un voisin qui négocie déjà discrètement et avoir aucun avantage et tous les inconvénients. Est-ce que vous seriez au courant? Oui, je peux vous répondre que je ne suis pas au courant de tel cas, mais que ça pourrait être le cas, ça pourrait exister. Présentement, il est tout à fait possible que la compagnie Kester rejoigne des propriétaires en particulier, mais je veux vous signaler surtout que ces compagnies-là ont déjà de l'expérience terrain, ont déjà des sites de forage, soit des puits qui sont déjà forés, soit des plateformes qui sont préparées mais qui n'ont pas été forées, soit des puits qui ont eu des latérales horizontales mais qui ne sont pas fracturés, donc des puits à différents niveaux de développement. Et selon moi, la compagnie Kester ou Repsol, si elle décide d'amorcer des projets pilotes, ce serait probablement dans des endroits que nous connaissons déjà, comme la forêt de Clairville ou Fortierville, par exemple, ou Sainte-Françoise. Ce seraient des endroits appropriés en ce qui les concerne. Et d'ailleurs, juste pour vous terminer là-dessus, c'est que la compagnie Kester a demandé à une compagnie qui étudie les terrains albertaines et qui a fait des études du sous-sol dans la région de Sainte-Sophie-de-l'Évrard et également dans la région de Sainte-Françoise. Donc, il y a peut-être là quelque chose aussi à essayer de comprendre, parce que si le communiqué de presse du mois de février de la compagnie Kester qui annonce qu'ils ont des projets pilotes avec en cours et provient de cette étude-là, donc il faudrait peut-être essayer de mettre la main sur l'étude en question pour pouvoir établir peut-être quel serait le plan de match de la compagnie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Oui. Est-ce que le gouvernement propose d'augmenter les normes des études d'épuration, vu qu'avec le réchauffement climatique, l'eau et tout ça, c'est-à-dire les détergents ou les remèdes qui vont dans l'eau, tout, ça ne pas de la même façon dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Si on n'a pas augmenté les normes, c'est-à-dire que là, l'eau chaude, il y a moins d'oxygène, on envoie moins de remèdes dans l'eau, on envoie moins de détergents dans l'eau. En ce qui concerne les additifs de fracturation, c'est évident que là, le mélange peut se faire à différentes températures, mais une fois au fond du puits, la température est beaucoup plus élevée, la pression également. Donc, il peut y avoir toutes sortes de produits qui vont ressortir éventuellement du puits. Ce qu'il faut, c'est essayer véritablement de cadenasser les eaux de reflux pour être certain qu'il n'y a pas de déversement en surface et essayer, mais là, c'est vraiment pratiquement impossible, des migrations préférentielles du puits vers les nappes phréatiques, que ce soit via des failles, comme l'a expliqué Marc Durand, ou alors via des problèmes de cimentation ou d'enveloppe de puits. Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est sûr que les changements climatiques jouent, mais ce n'est pas ça qui est important dans ce contexte de contamination. Oui. On va juste vérifier une municipalité, par exemple Fortierville, qui a déjà un puits. Ils se sentent liés avec cette compagnie-là, qui ne peuvent pas signer une dérogation parce qu'ils pensent que la compagnie peut revenir contre eux. Est-ce que c'est possible? Sur le plan juridique, il y a eu, dans les faits, abandon. Et donc, la prétention des sociétés gazières à l'effet qu'elles ont des droits acquis ne tient pas la route sur le plan juridique. Il faut se rappeler qu'il n'existe aucun droit à la pollution. Et en conséquence, lorsque des normes sont édictées, qu'elles soient municipales, provinciales ou fédérales, elles s'appliquent et elles s'appliquent immédiatement. Je vais vous donner l'exemple le plus simple pour comprendre cette logique-là. Si le gouvernement, demain matin, dit qu'il faut mettre des clôtures pour encadrer nos piscines, ce qui existe effectivement, bien, personne ne peut dire « moi, je ne mets pas de clôture parce que ma piscine était là avant ». En matière de sécurité publique, en matière d'environnement, il n'existe pas de droits acquis à la pollution. Alors, ils n'ont plus de droits. C'est ça la réalité complète. Ils peuvent être encore propriétaires de claims, évidemment, de permis, mais ils ne peuvent pas invoquer des droits acquis pour pénétrer à nouveau dans les puits qu'ils ont creusés dans le passé. Il n'y a pas
les normes actuelles dans la mesure où elles s'appliquent, parce qu'il faut que vous sachiez que la loi sur les hydrocarbures qu'on a adoptée sous le bâillon en décembre, prétextant la nécessité, l'urgence d'agir, elle n'est pas en vigueur. Parce que, en fait, à mon avis, le gouvernement a choisi de laisser la bride sur le cou aux compagnies dans la prochaine étape, la prochaine campagne qu'ils veulent entreprendre. Parce qu'effectivement, quand on met ensemble les différents éléments du puzzle, on se rend compte que ça bouge énormément, même si on n'en entend pas beaucoup parler. L'achat de Petrolia, par exemple, le fait que d'autres compagnies québécoises comme Squatec ou Petro-Olympique dans le Bas-Saint-Laurent viennent de s'associer avec une compagnie albertaine, Fire Creek, pour faire des forages. Le fait que Kester a ramassé près de 30 millions, il y a un signal qui a été donné. Le gouvernement a adopté une législation, s'apprête à adopter des règlements qui, de façon évidente, comme Marc Durand l'a montré, sont tout à fait complaisantes avec les sociétés gazières et pétrolières. Donc, et là, ce qu'on voit bien, c'est que, puis pourquoi une compagnie albertaine achète un navet comme Petrolia? Bien, parce qu'on pense qu'effectivement, là, il y a un signal qui a été donné et qu'on va s'engager, particulièrement dans le gaz naturel, parce qu'effectivement, le gaz dit naturel, il n'a naturel que le nom, bien, ça fait partie du plan gouvernemental sur la transition énergétique. Alors, il y a là, quand on additionne toutes ces choses-là, les subventions données à qui mieux aux compagnies, l'adoption du cadre réglementaire, l'adoption de la loi, tout ça met en place une série de conditions pour faire en sorte de relancer l'industrie. C'est ça qui est en train de se préparer concrètement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut exercer notre vigilance. Merci. Ici, une dernière petite question. C'est quoi une information? L'autre fracturation, pour répondre à monsieur, il y avait des gens, là, on se retrouve avec des gros bassins d'eau à côté du puits qui était foré. Ce eau-là, la seule façon de s'en débarrasser, c'est par dilution. Ça veut dire qu'ils vont prendre un litre d'eau, ils vont le transformer avec des milliers de litres d'eau pour essayer de nous dire qu'ils n'ont pas contaminé quelque chose. Huntington, la municipalité d'Huntington, avait décidé de prendre plusieurs camions d'eau contaminée parce qu'il y avait une surcapacité de sa sur les usines d'épuration. Présentement au Québec, toutes les usines d'épuration sont à côté de la plupart des municipalités. Fait qu'en fait, on va se retrouver avec des gros bassins d'eau contaminés qui vont vouloir peut-être certaines municipalités pour faire des sous réussir à faire de la dilution. Puis on a eu un beau printemps plein d'eau. C'est sûr que si on avait eu des bassins un peu partout au Québec, là, ils auraient tous débordé. Ils auraient tous débordé dans nos puits artésiens. Fait que, il faut se réveiller, on ne va pas se retrouver avec ces bassins-là. Quand ils envoient de l'eau, il ne faut pas que leur tuyau rouille. Ça, c'est des choses, des contaminants industriels qui veulent se débarrasser. Fait qu'ils vont prendre des contaminants industriels, ils vont les envoyer sur terre pour nous faire dire, ben là, c'est pas pour que nos installations rouillent ou pour protéger nos installations. C'est pas vrai. C'est tout. Merci. C'est pas tout de suite la période de grandes questions. Je donnerais un 5 minutes, mais avant que vous ayez un petit 5 minutes de repos, c'est que j'aimerais dire qu'en faisant la tournée de conférences, c'est pas juste une tournée de conférences pour faire une tournée de conférences. M. Brunmans, elle est là. Serge Fortier, elle est là. Denis Gendron, M. Langelier, c'était pour informer des rencontres citoyennes d'information. Et ce qui fait qu'on en sort enrichi, puis ce qui fait aussi qu'on se tient debout après pour dire vous ne passerez pas tout simplement. C'est pour ça que ici à Bécancour, c'était notre rencontre citoyenne ce soir. Et j'aimerais inviter les gens de Bécancour à faire comme on a déjà commencé à faire, à dire
haut et fort, puis on a quelque chose de visuel, c'est de dire « vous ne passerez pas ». Et oui, à l'eau. Alors, allez voir le matériel que là, c'est vraiment c'est ensemble qu'on peut faire ça. Regardez si c'est énergisant d'être ici, tout le monde ensemble. Alors, on va prendre un 5 minutes de collation et on revient pour des questions, soit M. Durand, M. Goldman, ou à tous les